Après des mobilisations qu'on peut quand même qualifier de massives hier dans les rues et les perturbations, plus grosse manifestation quand même depuis l'élection du président, quelles concessions se placent déjà dans l'après, dans les prochains jours? Quelles concessions devra faire le président Macron pour sortir par le haut sans donner le sentiment évidemment de céder, de reculer en rase campagne? Bonjour Philippe. Bonjour David. Philippe Escan, éditorialiste économique au Monde. Tout est bien résumé dans la formule de Sibeth Ndiaye hier, porte-parole du gouvernement, qui dit qu'il y a des marges de négociation sur la réforme des retraites. Elle résume la situation en l'état, au vu de ce qu'on a vu hier et de ce qui va se passer, encore une fois, ne préjugeons de rien dans les prochains jours. En l'état, la réforme ne passe pas. Elle ne passe pas et on se dit que, après, tout dépend de la tournure aussi des événements dans les heures qui viennent aussi. C'est ça qui est assez étrange. Enfin, en tout cas, c'est une stratégie assez originale. C'est-à-dire que finalement, le gouvernement, au lieu, comme on fait traditionnellement, c'est-à-dire de présenter un projet de loi, puis éventuellement ensuite de discuter avec les gens qui ne sont pas d'accord s'ils sont descendus dans la rue et qui sont suffisamment nombreux pour peser. Là, cette fois-ci, c'est un peu différent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de projet, il n'y a rien d'officiel sur la table, il y a des tas de trucs qui fuitent d'un peu partout, comme si on voulait un peu sonder les esprits. Et puis, on attend la confrontation aujourd'hui, demain, les jours suivants. On donne le pouls aux syndicats, en tout cas, voilà. Hier, pour vu ce qui s'est passé hier. Tout à fait. Et puis, en fonction de ça, là, on va pouvoir faire les ajustements en espérant que la réforme puisse passer. Ouais. Et donc, il va falloir lâcher des choses de la part du gouvernement. Oui, et il y a une première concession qui n'est pas officielle, mais qui a été relayée, qui est sortie par Challenge, on en parlait il y a 2 jours, qui est confirmée a priori par les Échos, mais qui semble à peu près acquise. C'est qu'on peut déjà évacuer toutes les mesures d'âge pour l'année prochaine ou pour les prochaines années, enfin à très court terme. Pas de mesures donc d'économie à court terme, c'est pourtant le leitmotiv, nous a dit plusieurs fois le président, il faut que le système soit à l'équilibre financièrement en 2025. On ne remettra pas à court terme à flot le système. On rebalancera peut-être la patate chaude, à la caisse qui devra gérer, les partenaires sociaux qui devront gérer, pour le coup, ce nouveau système unifié. On n'y coupera pas? Il n'y aura pas de réforme paramétrique, il n'y aura pas de hausse de durée de cotisation, etc. Au départ, il n'en était pas question. C'est-à-dire qu'au départ, Emmanuel Macron dit « je fais une réforme du système, parce que je trouve que le système est injuste, donc je vais faire un système qui est mieux réparti, donc plus juste pour tout le monde ». Ce qui peut se défendre sur le papier. Ce qui se défend tout à fait, enfin, ça peut être démontré. Et comme je fais une réforme du système, je ne vais pas en même temps faire une réforme des différents paramètres, c'est-à-dire la durée de cotisation. Faire travailler les Français plus longtemps. Travailler les Français plus longtemps, baisser les pensions, les augmenter, etc. Ouais. Donc je ne touche pas à ça et je fais la réforme. Et puis en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu, tout le monde n'était pas tout à fait sur la même longueur d'onde au gouvernement et certains, notamment du côté de Matignon, ont dit ah oui, mais il faut quand même que cette réforme, elle intervienne quand les finances seront remises à zéro qui est pour le coup discutable. Et en tout cas, faire les deux en même temps, c'est pas possible parce que alors, à ce moment-là, les gens, déjà, ils ont l'impression de se faire avoir par le système. Enfin, en tout cas, il y a une bonne partie des gens qui ont l'impression de se faire avoir par le système. Et si alors, en plus, on leur dit, ah ben, puis pour tout le monde, ça sera plus 62 ans, ça soit 63, 65, je ne sais quoi. À ce moment-là, c'est encore pire. Donc cette concession, elle est quasiment acquise sur le fait qu'il n'y aura pas, encore une fois, de mesure d'âge, comme on dit, dans le cas de cette réforme, parce qu'il faut envoyer aussi un signal à la CFDT pour garder le soutien de la CFDT. Oui, alors d'autant qu'effectivement, la CFDT... C'est un casus belli pour Lamberger, ça. Voilà, c'est le seul syndicat qui soit à peu près favorable à une réforme de type par points, enfin donc à la réforme du système qu'envisage Emmanuel Macron. Mais alors lui, il ne veut absolument pas, effectivement, qu'on mêle là-dedans des histoires de recul de l'âge de départ à la retraite. Et donc, effectivement, c'est un casus belli pour lui. Comme il n'en est pas sûr, il est rentré dans le mouvement. Et donc, ça a aussi fait basculer un certain nombre de gens plus modérés dans ce mouvement. Donc, ça paraît très difficile qu'ils mettent de ce type de réforme paramétrique dans cette concession, encore une fois, après on passe à autre chose, est quasiment acquise sur le paramétrique. Oui, probablement. Enfin, vu l'ampleur de la mobilisation hier. Oui. Ouais. Après, on se dit qu'il va falloir lâcher sur d'autres sujets pour faire passer la réforme.
Et pardon, on va te dire les choses, Philippe, il faudra sortir les carnets de chèques pour que ça passe dans l'opinion et qu'il y ait des compensations qui soient faites pour celles et ceux qui sont les perdants. Et là, on se dit, ça risque de coûter cher ou pas. Encore une fois, quand on a Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, qui nous dit, pour rassurer les profs, en leur disant, voilà, vos rémunérations seront revalorisées, parce que pour le coup, eux sont des grands perdants dans ce système où on passe en système à points. Mais la compensation, pour le coup, on voit le chiffre, vous le sortez aujourd'hui, enfin vous le rappelez aujourd'hui dans votre édito, c'est 10 milliards d'euros, 11 milliards d'euros. Oui. Oui, alors voilà, ça ne se trouve pas sous le sabot d'un cheval, même si ce n'est pas un one-shot tout de suite maintenant. Bien sûr. Alors, c'est ça qui est assez stupéfiant dans cette affaire, c'est qu'on a l'impression que tout d'un coup, une fois qu'on fuitait les modalités de la retraite, que chaque profession a fait ses calculs, eh ben certains s'aperçoivent, et c'est le cas des enseignants, qu'ils vont être des gros perdants, c'est-à-dire plusieurs centaines d'euros par mois de pension en moins. Donc là, tout d'un coup, on dit, tiens, mais ça n'avait pas été prévu au départ. Et là, effectivement, il y a 2-3 jours, Jean-Michel Blanquer arrive et dit, non, mais vous inquiétez pas, on va compenser. Mais compenser à cette hauteur-là, c'est-à-dire c'est des montants qui sont très importants, ben, ça veut dire... Revaloriser de telle sorte leur traitement, leur rémunération, pour que leur pension soit équivalente dans le nouveau système. Et ce cas de l'enseignement, c'est le cas d'à peu près tous les petits fonctionnaires de France, c'est-à-dire aussi les professionnels de santé, une profession qui est aussi très populaire, même plus encore que les enseignants, et puis derrière tous les petits fonctionnaires des ministères. Donc ça fait quand même des millions de gens qui sont concernés par le fait que cette réforme, en fait, elle va faire de la justice sociale en piquant un peu aux fonctionnaires et en donnant, un peu aux privés, notamment aux plus précaires, et ce qui était l'objectif de la réforme. Mais on ne peut pas piquer de l'argent à des gens sans leur donner de compensation. Et oui, ça n'a pas été vraiment... Sauf que le gouvernement nous dit que le budget des retraites restera équivalent, enveloppe constante. Donc on se dit, ça va coûter de l'argent, donc il faudra faire un chèque. Donc c'est comme ça que le gouvernement peut sortir par le haut de cette crise, en dédommageant, compensant pour toutes ces professions, encore une fois, tous ces fonctionnaires qui seront perdants dans cette réforme, pour que ça passe, pour que la pilule passe. Oui, et combien ça va coûter? Bah oui, alors, alors l'hypothèse évidemment des 11 milliards, pour les enseignants. Des 11 milliards pour les enseignants, elle est théorique, hein, puisque ça serait au jour J, si tout le monde basculait, etc. Donc ça sera probablement pas ce chiffre-là, mais ça donne un ordre de grandeur. Si on estime que sur la santé, on a peut-être autant à verser pour faire des revalorisations sur les infirmières et autres, eh bien à ce moment-là, on arrive à quasiment 1 point de PIB, alors que on ne veut pas changer l'enveloppe globale, c'est-à-dire que la communauté, l'État décide que les retraites, ça va représenter 14% du PIB. C'est un choix collectif, entre guillemets. Enfin, en tout cas, c'est ce qui a été décidé. Mais pour que ça passe dans l'opinion, ça va coûter apparemment 1 point de PIB quand même. Donc, on parle de sommes qui sont... On parle de sommes qui sont en fait considérables, et qu'on ne peut pas sortir comme ça. La France, d'abord, elle a une dette qui est très très importante, hein, qui dépasse maintenant les 3% réglementaires. En plus, en déficit ou en dette, attendez, vous parlez. Le déficit, pardon. Oui. Hein. Et on est le déficit, il va sortir des 3%, il va aller au-delà des 3%, ça c'est sûr. Ah, si jamais on devait... Non, mais même hors de ça. Le déficit, on est en dessous, là. Le déficit, il va probablement dépasser rapidement ce qui n'est pas dans le projet de budget 2020. Ouais. Non. C'est vrai, mais la trajectoire, c'est probablement celle-là. Et donc de toute façon, on n'a pas les moyens. De toute façon, la dette, c'est pas fait pour payer des salaires, hein, donc c'est fait pour investir dans la transition écologique, dans la politique industrielle, dans tout ce qu'on veut. Mais parce qu'on en arrive là, en fait, pas pour payer les salaires. C'est des salaires d'État, hein, donc c'est l'État qui va payer tous ces salaires, ces revalorisations des salaires des enseignants. Donc, qu'est-ce qui reste? Comment on fait? Un prélèvement supplémentaire, mais là, on a vu aujourd'hui, l'OCDE nous a rappelé opportunément que la France était le champion du monde des prélèvements obligatoires. Donc les marges de manœuvre de l'État en matière... 46% du PIB. Voilà, là, les marges de manœuvre de l'État sont extrêmement limitées. Voilà, une fois qu'on a dit ça, le président sur une ligne de crête. D'autant que la question se pose après de la bascule du régime, encore une fois, dans ce régime universel, à point qui, on l'a compris, interviendra bien après 2025. Ça semble à peu près évident. Donc, la génération de 1963 ne sera pas concernée. Laquelle? Dans le débat, on entend 68, 73. Si 73, ça veut dire que ça rentre en application en 2035, ce qui n'est pas un problème, mais voilà.
Oui, en fait, la seule façon de s'en sortir, c'est de jouer sur le temps, quoi. C'est-à-dire, effectivement, 10 milliards, si on allonge ça sur une période de 10, 15, 20 ans, ça devient évidemment beaucoup plus gérable. Donc la seule porte de sortie, si on veut maintenir, c'est ce que semble vouloir faire le gouvernement, si on veut vraiment maintenir cette réforme du système, eh bien, c'est d'aller beaucoup plus, d'allonger l'horizon de temps suffisamment pour que ça devienne gérable. Ouais, sans que ce soit la clause du grand-père, parce que pour le coup, si on va jusqu'à la génération de l'an 2000, là, le gouvernement a dit non. Après, il peut revenir en arrière. Mais ouais, ça reste. Ce sera peut-être pas le grand-père, ce sera peut-être, je sais pas, le neveu. Je sais pas. Bon, donc, au chemin de crête, encore une fois, parce qu'il y a aussi cette bataille de l'opinion qui s'est engagée, encore une fois, entre les opposants à la réforme et le gouvernement. Elle n'est pas perdue, encore une fois, cette bataille, parce que ce qui est dingue, c'est que les Français veulent une réforme, mais pas celle du gouvernement, et ne font pas confiance, encore une fois, au gouvernement pour la mener à bien. Tout dépendra encore une fois des blocages, des perturbations, ce qui se joue là, ce qu'on appelle le jour d'après. Bien sûr. Et puis, de toute façon, c'est un sujet qui là, nous intéresse sur les retraites, mais qui touche à peu près tous les sujets de réforme. Les Français sont convaincus qu'il faut faire des efforts, qu'il y a des réformes à faire, que le système n'est plus viable, n'est plus durable à terme, mais ils ne veulent pas être les dindons de la farce. Donc et ça sera la même chose sur la bagarre sur la transition écologique, la taxe carbone, etc. C'est-à-dire que chacun est tout à fait convaincu qu'il faut faire des efforts pour la transition écologique, mais on ne veut pas être celui qui paye pour les autres. Jean-Yann disait, tout le monde veut sauver la planète, mais personne ne veut descendre les poubelles. C'était il y a longtemps, mais c'est un peu ça. Voilà. C'est un peu ça. Bon, juste pour reboucler dans l'actu, donc en milieu de semaine prochaine ou fin de semaine, on aura pour le coup un gouvernement et un Premier ministre qui est aux avant-postes, qui devra annoncer les grandes lignes, encore une fois, de la réforme. Ces arbitrages, là, on devrait vraiment y voir plus clair. Faut l'espérer, parce que alors là, si il repousse encore, le chaos social risque de s'installer. Donc les concessions vont tomber à ce moment-là. Oui, je pense qu'il y aura probablement de la marge de manœuvre, mais je pense qu'il faut que les annonces du milieu de semaine prochaine soient un peu fortes, parce que sinon, il ne se passera rien. Avec des concessions, c'est le message, c'est qu'on a compris, c'est qu'au vu des mobilisations, des concessions vont être faites encore une fois sur les mesures paramétriques, sur les compensations, ça va coûter de l'argent. Ça va coûter de l'argent. C'est le prix pour que ça passe. Bien sûr. Et puis paradoxalement, on veut mettre en place un système universel, mais alors là, on fait de la broderie extrêmement fine et on s'attaque à chaque petit cas de figure, les pompiers, les machins, les infirmières, et on essaye de détricoter finalement cette pelote qui s'est formée aussi brutalement. Ouais. Dans l'entourage du président Macron, fini là-dessus, certains disent, c'est ce qu'il aurait d'ailleurs proféré en disant « Comment puis-je me représenter en 2022 si je n'ai pas accompli la mère des réformes, la mère des batailles ?» Oui, c'est un peu existentiel pour lui, on a l'impression. Ouais. Bon, on en reparlera. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. Philippe Escan, donc, éditorialiste économique au Monde, qu'on retrouve un vendredi sur 2. Merci beaucoup, Philippe. Merci, David.